Élevage intensif. C'est du pognon, ça. C'est pour faire du pognon. C'est pas pour nourrir les gens. Bonjour à toutes, bonjour à tous, quel plaisir de vous accueillir dans le temple du gai savoir. Zoom Zoom Zen, chaque après-midi, 2 heures pour décrypter notre époque à travers ses mots, ses concepts. Aujourd'hui, un concept qu'on connaît tous sans vraiment le connaître, un secteur sur lequel on a tous un avis sans en connaître le fonctionnement, les dessous. Alors c'est précisément pour arrêter de parler dans le vide, de faire semblant de s'y connaître alors qu'on n'y entend rien, en un mot, pour ne pas faire notre Pierre Courade, qu'on a décidé de zoomer aujourd'hui sur le secteur de l'élevage intensif. Des vaches quasi les unes sur les autres, des poulets en batterie qui n'ont jamais vu et ne verront jamais la lumière du jour, parfois des violences envers les animaux, tout ça pour qu'au bout de la chaîne alimentaire, un rédacteur en chef glouton, se contrefoutant de la notion de traçabilité, puisse se goinfrer en s'exclamant « J'aime bien le quick and toast ». Comment en est-on arrivé là ? Comme ce n'est pas Manon qui, en bonne parisienne, n'a jamais vu un agneau à part sous sa forme finale qu'on appelle kebab et qui pense que les nuggets poussent sur des nuggetiers, qui va pouvoir nous éclairer, on a invité un journaliste qui a enquêté sur ce secteur de l'élevage intensif et qui représente encore aujourd'hui la large majorité de ce qui arrive dans nos assiettes. Alors, comment ça fonctionne ? À qui profite le système de l'élevage intensif ? Qui sont vraiment les dindons de la farce, nous ou bien les agriculteurs eux-mêmes ? Quel risque pour notre santé ? Un indice, Cyril Lacarrière, notre rédac-chef amateur de Quick and Toast, tous depuis un mois, alors que notre réalisateur décroissant, Ghislain Fontana, qui dans son tiny verger biodynamique d'Ivry-sur-Seine fait pousser potimarron, courge pâtisson et cannabis, pète la forme. Visiblement, la récolte a été bonne pour Ghislain. Zoom Zoom Zen, c'est parti. France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël. Et bonjour Ulysse Thévenon. Bonjour, merci pour votre invitation. Mais merci à vous d'être là. Vous êtes Ulysse, journaliste. Vous venez de remporter le prix Mange Livre qui récompense un ouvrage mettant en avant l'alimentation issue de pratiques respectueuses de la nature. C'est votre dernière enquête qui a été récompensée. Ça s'appelle Le sens du bétail. Excellent jeu de mots qu'on peut d'emblée souligner. Il reçoit le label Zoom Zoom Zen des meilleurs jeux de mots. Exactement. Le sens du bétail. Vous ne mangerez plus jamais de la même façon. C'est paru chez Flammarion. 2 ans d'investigation, 250 témoignages. Vous nous plongez au cœur de l'industrie de l'élevage français et de ses dérives. Une enquête passionnante, sans manichéisme. Vous allez nous dévoiler l'assez triste réalité de l'élevage intensif en France. Juste le temps de vous présenter ceux chez qui le mot élevage ne provoque pas du tout la même réaction. Chez Manon, l'évocation de ce terme d'élevage qui la propulse sans qu'elle ait eu le temps de donner son consentement au-delà du périph' est une agression. Elle n'aime pas le mot élevage. Ça me fait des gaz. Ça lui donne des gaz et c'est normal, Manon n'a jamais bien compris ce qui se passait au-delà de la 2e couronne. Bonjour Manon. Bonjour à tous. Manon, chaque après-midi, on a hâte de découvrir votre pièce jointe. Oui, aujourd'hui, un street artiste français très engagé, notamment contre l'élevage intensif. On ne connaît pas son visage, mais on connaît très bien ces petites mosaïques qui sont partout dans nos rues depuis les années 90. Encore une énigme. Face à vous, Ulysse. Chez lui, le mot élevage ne provoque pas la même réaction. À son évocation, c'est toute son enfance normande qui ressurgit. Une enfance champêtre, à la fois rieuse et tragique, puisque sa grande-tante, Margoton, lui, avait été fauchée sous ses yeux par le tracteur de Saturnin Pochois, dit La Poche, qui rentrait bourré de la foire à l'oignon de Vimoutier. Selon le psy, que Quentin consultera des années plus tard, c'est ce traumatisme qui avait bloqué sa croissance. Bonjour Quentin. Bonjour Mathieu. Vous n'êtes pas si petit que ça. C'est vraiment des monstres, les autres. Oui, c'est vraiment des monstres. Vous irez en enfer, Noël. Vous et vos cortèges de mensonges. Quentin, chaque après-midi, vous faites réagir les passants à notre thème du jour. Alors, l'élevage intensif, ça les inquiète ou ils s'en foutent ? Je suis allé faire mon marché ce week-end. Alors, mon marché pour les courses de la semaine, mais mon marché de gens aussi à interroger sur le sujet du jour. Et croyez-moi, personne ne prend ça à la légère. Vous l'entendrez dans la prochaine demi-heure, un micro-trottoir complètement au marché aujourd'hui, Mathieu. C'était quel marché ? Un marché parisien. Vous ne pouvez pas dire lequel. Il a peur d'être reconnu, il a peur quand même de le déranger. C'est dans le son, Cyril, que vous avez validé. Oui, je sais. C'est dans le 5e arrondissement, Mathieu, près de chez vous. J'ai course dans le 5e. Du côté de la rue Mouffetard, on s'emmerde pas. Vous avez vécu là-bas, je crois. J'ai vécu là-bas quand j'étais étudiant et ça passionne nos auditeurs. Alors, l'élevage intensif en France est déjà, vous allez le constater, assez borderline, mais ce n'est rien comparé à ce qui se pratique à l'étranger. Vers 16h30, le Zoom Zoom Test vous permettra de relativiser par rapport à certaines exploitations chinoises. La ferme des 1000 vaches est vraiment toute petite. Elle est immense, en tout cas par le talent. Juste avant 17h, c'est Marine Léonardi, toujours en veine sur les sujets dont elle hérite, qui aura le privilège de nous faire rire avec l'élevage intensif. Après 17h, restez à l'écoute de Zoom Zoom, puisque non seulement on décryptera l'actu du jour, qui est riche, mais on se penchera sur un personnage éminemment sympathique et qui connaît depuis quelques mois un retour de hype inattendu, Philippe de Villiers. Alors évidemment, ça aurait été sympa de le recevoir, mais non. On se contentera d'analyser le phénomène de Villiers avec un spécialiste de l'extrême droite en Barbour. Mais d'abord, zoom donc sur les coulisses de l'élevage intensif. Ulysse Thévenon, je ne crois pas très
trahir un secret. Vous êtes ami avec Victor Castanet, qu'on a reçu ici même la semaine dernière. J'ai lu que c'était son enquête sur les EHPAD qui vous avait donné envie, à la base, d'en savoir plus sur l'élevage intensif. Il y a des points communs entre les deux sujets. Oui, c'est vrai qu'avec Victor, avant qu'il écrive un livre, on faisait beaucoup de reportages télévisés ensemble. Et les 2 derniers reportages qu'on a fait portaient sur les EHPAD et sur la détresse agricole. Donc on ne savait pas, à cette époque, on cultivait ce qui allait occuper nos prochaines années. Et en le voyant poussant son enquête plus loin, c'est-à-dire au-delà du documentaire qui est très contraignant, mais dans un livre, ça m'a donné des idées. Et quand je me suis rendu compte de la matière qu'il y avait, non pas forcément vis-à-vis de l'élevage sur la souffrance animale, les problèmes environnementaux, les dangers sanitaires qui sont de vrais sujets. Moi, c'est la détresse humaine qui m'a particulièrement marqué, et ces personnes, les éleveurs et les éleveuses, souvent pointées du doigt, je me suis rendu compte que c'était aussi les premières victimes d'un système, et que les 2 victimes, c'était eux et aussi nous, les consommateurs, et donc j'ai voulu creuser ce sujet. Vous allez nous expliquer comment ça se passe en coulisses de l'élevage intensif. Il a été, lui, durant les années 90, le principal responsable de l'explosion de la consommation de viande bovine en France. Forcément, à la lumière des révélations sur les dérives de l'élevage intensif, il a eu à cœur de se rattraper en nous proposant aujourd'hui de traiter ce thème dans Zoom Zoom Zen. Au début, il voulait le faire avec son ami, le PDG de l'entreprise Bigard, mais j'ai réussi à le convaincre de prendre plutôt quelqu'un de neutre, un journaliste. Cyril. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Autant il y a des trucs sur lesquels on peut aller la caricature. Là, on arrête tout. Là, on arrête tout. Il est quelle heure ? Il est 16h11 sur France Inter. On arrête tout. C'est un droit de réponse. C'est inadmissible. En tant que client de la boucherie de Denis Chenet, dans le 10e arrondissement, vous ne pouvez pas dire que je suis un client de l'élevage intensif. C'est vrai que la traçabilité vous tient à cœur. Absolument. C'est vrai, mon Cyril. Je retire ce que j'ai dit. Surtout que vous avez limité votre consommation de viande rouge dernièrement. Oui, absolument. Pas plus de 5 fois par semaine. Non, c'est très bien. Pas plus de 5 côtes de bœuf par semaine. Un grand pas en avant. Alors, Il en a mangé ce midi. Racontez-nous l'élevage intensif. D'où ça sort, Cyril ? Imaginez 25 000 poulets entassés dans un hangar, 300 vaches qui passent à la traite 3 fois par jour, des porcs qui ne verront jamais un champ et une ferme des 1000 vaches comme symbole d'un modèle. Un modèle qui a bouleversé notre rapport aux animaux et à l'alimentation. Bienvenue dans le monde de l'élevage intensif. C'est après la Seconde Guerre mondiale que tout commence. Il faut nourrir des populations affamées par la guerre. C'est l'heure de la révolution verte. Une période de progrès technologique, la mécanisation de la production, l'explosion des engrais et des pesticides. L'objectif est simple, produire beaucoup, produire vite et produire pas cher. Et ça marche. La production de viande explose, 47 millions de tonnes en 1950, c'est plus de 350 millions aujourd'hui. En France, dans les années 50, on en mange 30 kilos par an et par habitant. On atteint un pic à 95 kilos dans les années 90. Aujourd'hui, ça a un peu baissé, 84 kilos par habitant et par an. Actuellement, plus de 80% des animaux d'élevage européens sont issus des systèmes intensifs. Un modèle qui a un coût, Cyril. Oui, un coût pour la planète, un coût pour les animaux, un coût pour notre santé, par exemple. L'élevage représenterait 14,5% des gaz à effet de serre de la planète. C'est autant que tout le secteur des transports. Pourtant, dès les prémices de cette industrialisation, des voix se sont élevées pour mettre en garde sur ces risques. En 1964, la militante et défenseur des animaux anglaise Ruth Harrison publie Animal Machine, The New Factory Farming Industry, un livre dans lequel elle dénonce déjà l'élevage intensif. Mais il faudra pourtant attendre le début du 21e pour que ça devienne un débat public, grâce notamment à des reportages chocs qui montrent la violence avec laquelle ces animaux sont traités. En France, on les doit notamment à l'association L214. Alors d'où ça sort, cet élevage intensif? Et bien de là, et ce n'est que le début de notre histoire. Bien évidemment, mon cher Cyril. Ulysse Thévenant, Cyril parlait d'un coût pour la planète, pour les animaux et aussi pour notre santé, on va y venir, mais malgré tout ça, déjà, comment se porte l'élevage intensif aujourd'hui en France? Eh ben, ça devient la norme, hein. C'est le chemin qui est pris depuis les années 60. Par exemple, en porc, c'est plus de 95% des animaux qui sont élevés en système intensif, et dans des filières spécifiques comme le lapin, par exemple, il y en a encore, on est proche de 100%. Ce qui est intéressant, je me suis rendu compte dans mon enquête que ça touche même les élevages paysans qui maintenant doivent se plier à des normes, notamment des normes sanitaires et de biosécurité qui sont on ne peut respecter que si on est gros. Oui, exactement. Et puis qui vont totalement à l'encontre de l'élevage paysan. C'est-à-dire, il faut surtout pas qu'il y ait différentes espèces d'animaux à proximité. Même moi, quand je vais sur place, je suis un petit peu hors la loi parce qu'il faudrait que je passe par un sas de biosécurité avec des matériaux dignes de labos pharmaceutiques. Et donc, je me suis rendu compte que ce qui est un élevage idéal pourrait devenir bientôt un élevage illégal. Mais j'ai évidemment aussi rencontré des éleveurs qui sont en
système intensif. Et je me suis rendu compte qu'ils sont piégés dans ce système. Ils font des emprunts colossaux de plusieurs millions parfois. On sait qu'il y a beaucoup de suicides. J'ai été témoin d'une famille qui est devenue SDF durant mon enquête parce qu'elle a été lâchée par un industriel. Et donc, j'ai voulu remonter la filière pas à pas pour comprendre toutes les mécaniques qui sont mises en place par les industriels, mais également par les banques, les supermarchés, également les normes européennes surtransposées par la France et qui les piègent dans ce système. C'est partout sur le territoire. On entend souvent en Bretagne les ports bretons. Est-ce que c'est partout en France où il y a des régions spécialisées ? Alors, c'est partout en France, mais il y a des régions françaises, par exemple, où on est plus sur des bovins qui sont en plein air, disons. Et c'est vrai que à l'ouest, c'est plutôt là où je me suis concentré. C'est là où on trouve le plus d'élevage intensif. Évidemment, en Bretagne, on a énormément d'élevage intensif de porcs, par exemple, de volailles également. Mais je suis allé également dans le Maine-et-Loire, en Vendée, en Mayenne, dans les Deux-Sèvres. Vous dites, et ça c'est intéressant pour résumer, qu'il n'y a pas de grands méchants à chercher. C'est tout un système opposé aux intérêts des agriculteurs, au fond. Oui, c'est ça. En fait, tout le système agricole vit du travail des agriculteurs, et les agriculteurs qui créent la richesse, qui font vivre cette filière, qui font vivre des dizaines de personnes, des dizaines d'entreprises, sont paradoxalement les plus méprisés. Ils travaillent plus de 70 heures par semaine. Certains me disent, moi je me plains pas, je touche 1200 € par mois, alors que c'est en dessous du seuil de pauvreté. Et j'en ai rencontré un certain nombre qui sont à 0 € tout simplement. Il y a longtemps déjà, Jean-Pierre Coff nous le disait. C'est de la merde. Il avait raison. On continue de zoomer sur les dérives de l'élevage intensif juste après Queens of the Stone Age, Carnavoyeur sur Inter. Nothing inside. Well, there's no reason to cry. Just fade away like love. Clutching, hanging by a nail in this life. Desperate always, always looks that way. Inter, Zoom Zoom Zen,
Mathieu Noël. Le sens du bétail, ça aurait pu être le titre d'une chronique de Guigui Pop, mais non, c'est le titre de l'enquête choc de notre invité, le journaliste Ulysse Thévenant, une enquête sur le monde de l'agroalimentaire. Une enquête difficile, visiblement. Dès le début du livre, Christiane Lambert, l'ancienne patronne de la FNSEA, le syndicat agricole, vous dit « On m'avait dit de me méfier de vous, vous êtes un fouille-merde, je vais porter plainte et dire à tout le monde de ne pas vous parler. » Vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé avec Christiane ? Oui, eh bien, Christiane Lambert, qui était ex-présidente de la FNSEA, donc presque porte-parole de l'élevage en France, c'est le syndicat majoritaire. J'avais découvert par deux sources différentes que elle avait un élevage de porc. Il faut être agriculteur pour prétendre être président de la FNSEA, qui était en déficit permanent année après année, avec un résultat négatif jusqu'à 6 chiffres quand même. Et donc ça soulève des questions. Mais je me suis dit bon, elle est logée à la même enseigne que tout le monde. J'en ai rencontré plein des agriculteurs, agricultrices dans son cas. Et lors de notre entretien, quand j'ai soulevé cette question, elle m'a arraché ma feuille de notes de la main, elle me l'a confisquée, elle me l'a jamais rendue, et elle m'a dit ce que vous venez de dire, et elle m'a jeté hors de son bureau. Et donc moi, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi violent entre guillemets, mais ça soulève des questions importantes, et je me suis rendu compte qu'il y a un certain nombre de cadres de l'agriculture, qui soient présidents aussi de coopératives ou des élus locaux, départementaux, même des députés, ils vivent des mandats plus ou moins liés à l'agriculture. Soit ils ont besoin d'une ferme pour prétendre à leur mandat, soit ils jouent de cette image de paysans dans leur communication, mais qui ne vivent pas de l'agriculture, qui ont des fermes en déficit permanent, parfois de façon inquiétante, mais qui vivent correctement grâce à leur mandat. Et ce qui est intéressant aussi, vous dites, au début de mon enquête, je pensais m'intéresser au conflit entre le lobby écologiste et le lobby de la viande, mais des éleveurs m'ont dit, les écolos, les véganes, on s'en fout, ce sont pas eux qui nous pourrissent la vie, mais bien nos propres partenaires. Oui, exactement. C'est le cheminement qui a débuté cette enquête. Je me suis rendu compte quand, dans les médias, les responsables de la détresse agricole qu'on pointe du doigt, c'est effectivement les écolos, les véganes, ou des choses très lointaines. Voilà, le Brésil avec le Mercosur, c'est un vrai sujet. Les centrales d'achat à l'étranger, c'est un vrai sujet. Ou les normes européennes, c'est un vrai sujet. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, à quelques kilomètres des fermes, il y avait déjà des grosses problématiques. Et donc, je me suis dit, il faudrait relocaliser, mettre un peu l'église au centre du village, relocaliser cette enquête et montrer qu'en fait, ce sont les personnes qui traitent quotidiennement avec nos agriculteurs dans les territoires locaux qui ont des pratiques problématiques et nuisibles envers nos agriculteurs. Justement, ce qui ressort de votre enquête, c'est une multitude de situations ubuesques, de problématiques dont vous parlez. Par exemple, l'origine des aliments qu'ils donnent à leurs animaux. Même ça, qui devrait être à la base de leur métier, ils sont complètement dessaisis. Une éleveuse de chèvres vous dit même, on achète à l'aveugle, on marche au verbal et à la confiance. Et comment c'est possible ? Oui, tout à fait. Il y a un certain nombre de choses qui sont pas vraiment encadrées dans le milieu agricole, et ce dont je me suis rendu compte, si on parle d'élevage intensif, dans les élevages de porc ou de volailles, on utilise des granulés pour nourrir les animaux. Et bien, les éleveurs ne connaissent même pas tout à fait la recette, la formule, on appelle ça, des aliments qu'ils donnent à leurs animaux. Et donc, les usines d'aliments, eh bien, en fonction du cours des matières premières, ils vont aller chercher des aliments ou des déchets de céréales à droite, à gauche, parfois en Afrique, parfois aux États-Unis. Et donc, l'éleveur, lui, il reçoit un paquet avec une marque, des valeurs nutritionnelles qui sont toujours les mêmes, mais il ne connaît pas exactement l'origine. Ils n'ont pas envie de vérifier ? Si vous voulez, en fait, on est dans un système souvent d'intégration, c'est-à-dire qu'on vous impose des aliments, et donc vous pouvez pas trop discuter. Mais parfois, à force de jouer aux apprentis sorciers dans les formules comme ça, un de mes témoins m'a dit qu'une fois, il avait changé la formule des aliments 6 fois dans la même journée, et ça peut proposer des catastrophes dans les élevages. Les animaux se mettent subitement à tomber malades ou à moins manger, et l'éleveur, il a beaucoup de mal à se retourner contre ces mastodontes, surtout que c'est avec eux qui travaillent, donc ils sont à la fois juges et partie. Et donc, c'est très compliqué. Ça fait partie de l'étau dans lequel il se retrouve. Face à vous, Ulysse, lassé de voir constamment passer sous ses yeux le train du succès sans jamais qu'on l'invite à monter dedans. Quentin, lui, fierté du bocage normand. C'est vrai. Fierté du bocage normand a décidé de prendre les choses en main et de surfer sur le succès des films de terroir. Après le triomphe de 20 dieux, il s'apprête à sortir en 2026 Boudiou.
C'est pareil, sauf que ça se passe pas dans le Jura avec du fromage, mais en Normandie avec des pommes. Avait-il pitché à Gaumont qui lui avait dit « Banco, on achète ». Vu qu'en ce moment, dès qu'il y a un scénario qui se passe à la campagne, ils achètent. En attendant de conquérir le cinéma, Quentin, vous poursuivez vos fabuleux micro-trottoirs. Je marche dans les allées d'un marché parisien. Ah oui. Odeur de poulet rôti, de meules de fromage fraîchement découpées. C'est ici que je rencontre ce monsieur manteau chic, panier en osier dans lequel j'aperçois le monde diplomatique. Je lui fais lire le thème du jour de Zoom Zoom Zen. Oui, élevage intensif. Oui, ça, je fais gaffe. J'achète en général cher. C'est pas un gage, je vous dirais, mais enfin, je surveille, oui. Et quant à tout ce que je lis et je vois sur l'élevage intensif, je trouve ça vraiment répugnant, quoi. Vous avez vu les images de batteries oui, c'est affreux. C'est épouvantable, enfin. Puis ça a l'air d'être de véritables usines. J'en ai jamais visité, ça m'intéressait pas, mais l'argument de tous les gens qui font de l'élevage intensif, c'est dire il faut nourrir tout le monde. Et ça, c'est presque imparable. À l'heure du pouvoir d'achat et des fins de mois de plus en plus raides, l'argument est-il vraiment imparable ? J'arrête cette jeune femme maintenant étudiante, multiples piercings à l'oreille, veste en cuir. Élevage intensif. Les chaînes de fast-food, vraiment les... Ouais, mais il y a un documentaire là-dessus, c'est Big Size Me. Bon, il est super connu, c'est pas très original, mais je m'étais un peu pris une claque quand je l'avais vu. Ça soulève des questions sociales de comme ça, grâce à l'élevage intensif, moi je peux manger de la viande en tant qu'étudiante, sauf que ça n'est pas en accord avec mes valeurs. Ce qui fait que si je veux en manger, je dois faire appel à des circuits courts, mais en même temps je peux pas parce que j'ai pas l'argent. Big Size Me. Oui, de mémoire, c'est Super Size Me. Exactement. Mais elle a vu quand même le documentaire. Et la question du budget, quand même, qui est beaucoup revenue dans mes premiers échanges. Je vais donc à la rencontre d'un commerçant. Il s'appelle Hamid. Il est boucher. Il bosse uniquement sous le label AB, Agriculture Biologique, affiché en gros sur la bâche derrière son stand. C'est ce qu'on a essayé de dire aux clients plusieurs fois. On a dit aux clients, mangez moins et mangez de la bonne qualité. Parce que un éleveur du bio en plein air dans la ferme, par exemple, il a 30 ou 40 vaches, et puis l'élevage intensif, il faut compter par des presque 10 000. À quoi on peut reconnaître une viande achetée chez lui et une viande issue d'un élevage intensif ? Par exemple, tu fais griller, tu mets un steak ou une entrecôte à la poêle, ça fait que de l'eau. Par exemple, l'entrecôte, elle fait 500 grammes. Après la cuisson, elle devient à 300 grammes parce qu'elle était déjà gonflée avec que de l'eau. Donc ça rétrécit, c'est comme ça rétrécit à lavage. Vous voyez, donc c'est exactement comme les vêtements. Ça rétrécit au lavage, l'image est parlante. Je salue Hamid et je vais voir son voisin. Bonjour, je m'appelle Maurice et j'ai 53 ans et je suis heureux d'être sur le marché de la Place Monge. Ah, la Place Monge, je connais bien Mathieu Noël. Maurice découvre le mot du jour de Zoom Zoom Zen. Élevage intensif. C'est pas chez nous, quoi. Mais non. Vous venez d'où, vous ? Picardie. Donc franchement, non, on connaît. C'est les fermes picardes. Ouais, voilà. Ils ont des petits producteurs qui ont 15-20 bêtes et puis voilà, quoi. Donc ça reste locaux, quoi. La formation, elle est mal donnée parce qu'on ne sait pas si c'est l'intensif, si c'est du courant, du producteur locaux, on ne sait pas tout ça. Il faudrait que sur une étiquette, on ait intensif, par exemple. Bien sûr. Ouais. Comment on fait ça ? Alors là, c'est compliqué. Il faut demander à Edouard. Edouard ? À Leclerc. J'ai pas son 06 à Edouard, mais oui. Et quelle est la part de la responsabilité de cette grande distribution dans cette histoire ? Didine, elle fait les marchés depuis 30 ans. Elle vend des fromages, elle sourit en voyant le micro rouge et me lance « Qu'est-ce que vous faites raconter aux gens comme bêtises encore ?» Élevage intensif. C'est du pognon, ça. C'est pas pour nourrir les gens. C'est de la merde. Ça se ressent dans les yaourts, dans le fromage qu'ils fabriquent. Ça se ressent. Moi, l'animal, le bien-être, c'est quand vous le lâchez en pleine nature, qui va brouter l'herbe. Voilà. Ça, c'est un animal heureux. Ça vous fait mal de voir les images de... Non, ce qui me fait mal, c'est que les humains deviennent de plus en plus cons. C'est dit, Didine, sur France Inter. Ma dernière rencontre, c'est un petit coup de bol. Que fait-elle dans la vie ? Je suis diététicienne. Je lui fais découvrir notre sujet qui va forcément lui parler. C'est vrai que bien se nourrir, c'est une démarche qui demande du temps et puis une certaine gymnastique d'esprit. Mais la santé, ça n'a pas de prix et je pense qu'on devrait apprendre à l'école, tout petit, à bien se nourrir et savoir à prendre soin de sa santé. Ce qui est donc devenu son métier, elle me dit que dans son entourage, ça fonctionne. On mange très très peu de viande, nous, voilà. Mais c'est vrai que on mange des pois chiches, on mange... Voilà, il y a des alternatives. Mais il faut les connaître et ça demande du temps parce que les pois chiches, il faut bien les faire tremper parce qu'après on risque d'avoir mal au ventre, vous voyez, voilà. Entre les contraintes du pouvoir d'achat et l'exigence de mieux s'alimenter, il y a peut-être un seul terrain d'entente et cette professionnelle a raison, celui de l'éducation, car si bien manger coûte cher aujourd'hui, mal manger demain coûtera sans doute encore plus. Merci Quentin pour ce micro-trottoir. Ulysse Thévenon, est-ce que demain, si l'élevage intensif
s'arrêter, on peut formuler cette hypothèse. Est-ce qu'on pourrait effectivement encore nourrir tout le monde ? Est-ce que c'est vraiment l'argument imparable ? Avec le volume, il y a une demande quand même en face. En fait, on se rend pas compte à quel point il y a 8 Français sur 10 qui se disent contre l'élevage intensif. Mais la plupart de ces Français quand même en profitent. Moi, dans mon livre, je visite une des plus grandes fermes intensives de porcs en France, et je dis c'est le genre d'élevage que tout le monde critique, mais dont tout le monde profite. Et en plus, les produits d'élevage, ils sont associés à des bons moments de la vie. C'est la planche apéro, c'est le barbecue, mais c'est aussi le gâteau d'anniversaire. C'est le croissant qu'on prend le matin. Et donc, je pense que tout le monde n'a pas conscience, forcément. Il faudrait une étiquette. Quand on dit... c'est Maurice qui dit, il faudrait peut-être... On est mal informé. Est-ce qu'il faudrait une étiquette élevage intensif ou issu de l'élevage intensif ? Il y a des tentatives, il y a des étiquettes qui... Par exemple, dans le poulet, maintenant, il y a une sorte d'étiquette bien-être animal qui est un petit peu controversée. C'est un peu comme un Nutri-Score avec des lettres de E à A qui disent dans quelles conditions a été élevés les animaux. Mais c'est vrai qu'en volaille, c'est une question de marketing en fait. Je pense que ça va être très compliqué d'imposer ça aux industriels, mais ce serait intéressant parce qu'on se rendrait compte à quel point c'est devenu la norme tout simplement, et ça mettrait, je pense, aussi beaucoup de consommateurs face à leurs propres contradictions parce qu'ils vont se rendre compte que ce qu'ils aiment consommer, bah oui, ça vient de l'élevage intensif, pardon. Est-ce qu'un éleveur aujourd'hui en France peut survivre sans faire partie du système du circuit industriel ? Quelque part, oui, il y a quand même des personnes qui font de la vente directe, de la vente à la ferme, etc., qui vendent sur les marchés justement où vous étiez. Mais comme je le disais, ces paysans doivent, c'est plutôt de l'agriculture paysanne, doivent subir des normes pensées pour les industriels, et c'est de plus en plus difficile pour eux. Voilà, avoir des cabanes en bois maintenant, c'est presque vu comme un danger sanitaire. Qu'on entende des oiseaux dans une plaine où il y a des cochons, c'est mal vu par les autorités, et il y a de plus en plus de tensions comme ça. Donc l'enjeu de ces mesures sanitaires et biosécurité, ça n'a pas l'air intéressant, mais c'est décisif et ça décime des élevages bio et plein air réellement, au profit de l'intensif évidemment. Qu'est-ce qu'ils vous disent les éleveurs que vous rencontrez ? Qu'est-ce qu'ils rêveraient de faire ? Alors déjà, ils aimeraient vivre sans subvention. Voilà, ça c'est un autre sujet, mais c'est vraiment quelque chose qui revient. Faut savoir que la PAC, c'est le budget de la PAC, c'est 9 milliards, c'est plus que le budget du ministère de l'Agriculture. Et la PAC, elle a été inventée pour que nous, on puisse consommer moins cher ces produits et pour que les agriculteurs puissent vivre dignement de leur métier. Mais ce qui s'est passé, ce que je démontre, c'est que la PAC, en fait, elle est aspirée, elle arrive dans les fermes, mais elle est aspirée à la fois par ceux qui vendent, je sais pas, des tracteurs, des aliments, et par ceux qui achètent les animaux ou le lait en disant bon, vous avez des subventions, on peut réduire les coûts. Et donc la principale demande, ce serait de pas vivre des subventions. Et effectivement, bon nombre aimeraient faire autrement. J'ai dit que j'étais allé dans une des plus grandes fermes intensives de France. Il me fait mais moi je rêverais d'avoir des cochons en plein air. Mais c'est pas possible, c'est pas ce qu'on me demande. Il y a pas de débouché. Il faut ouvrir les yeux un moment. Tu vois la salle dans laquelle je suis, c'était une maternité. Ça coûte 200 000 euros, j'en ai 14. Voilà. Et c'est ce qu'on me demande de faire. Vous ne mangerez plus jamais de la même façon, c'est le sous-titre du livre de notre invité Ulysse Thévenon qui a enquêté sur les dérives de l'élevage intensif. Même quand on fait attention à ce qu'on achète, c'est vrai, difficile de savoir ce qui provient ou pas aujourd'hui de l'élevage intensif. On continue d'en parler, ainsi que des risques pour notre santé juste après un quiz qui, s'il était payant, devrait être remboursé par la Sécu. Oui. Une vraie picouse de gai savoir. Le Zoom Zoom Test arrive aujourd'hui, on va évidemment jouer avec les pires idées en matière d'élevage intensif. Zoom Zoom Zen revient après Meule. Tiens, c'est pour vous ça, Manon, une bonne meule. Entre deux sur Inter. Entre deux, un destin, des couches d'âmes amoureuses, emballées de mystère, un curieux sentiment. Entre deux, un destin, des couches d'âmes amoureuses, emballées de mystère, un curieux sentiment. Entre deux, un écran, des idées si douteuses, arrachées au réel, un mauvais sentiment. Entre deux, un écran, des idées si douteuses, arrachées au réel, un mauvais sentiment. Entre deux contretemps, des ivresses dangereuses, vérité
sentiments, entre deux un destin, des boules d'âmes amoureuses, emballées de mystère, un curieux sentiment. Entre deux un écran, des idées si douteuses, arrachées au réel, un mauvais sentiment. Entre deux un écran, des idées si douteuses, arrachées au réel, un mauvais sentiment. Entre deux univers, des images trompeuses, imprimées dans ma chair, un mauvais sentiment. Entre deux univers, des images trompeuses, imprimées dans ma chair, un mauvais sentiment. France Inter, Zoom Zoom Zen. Donc si je comprends bien, après l'émission sur les bouseux la semaine dernière, on se tape un sujet sur les fermes qui puent. Non mais ça va pas, c'est Zoom Zoom Zen ou debout la terre ici. Éructé Manon Mariani en conférence de rédaction, Jamais. en vidant nerveusement son chablis du matin. Alors non, non, la semaine dernière c'était pas une émission sur les bouseux mais sur la campagne. Et si vous saviez un peu plus sur l'élevage intensif, vous commanderez moins de tacos aux 4 viandes sur Uber Eats. Tacos. Il est temps. Tacos. Des tacos Oui, et jamais. Oui, ça les tacos c'est des vieilles voitures, c'est vrai. Mais je commande peu de tacos sur Uber Eats malheureusement. Il est temps de vous ressaisir Manon et le Zoom Zoom Test est une formidable occasion pour ça. Et Quentin, vous deviez démarrer ce test, je le rappelle, avec 6 points de pénalité pour outrage à votre supérieur hiérarchique. Vous commencerez donc avec 10 points de pénalité puisque vous êtes permis encore une réflexion perfide en début de test. Aujourd'hui donc, on part à la découverte des plus funestes idées en matière d'élevage intensif. Alors rassurez-vous, tout se passe loin, très loin de nos vertes campagnes où toutes les exploitations sont évidemment bio et à taille humaine pour découvrir l'élevage intensif, le vrai, l'affreux, l'élevage intensif chinois. Nous sommes au sud d'Ezhou, dans la province du Hubei. Une info qui, vu votre connaissance de la géographie chinoise, ne vous sera d'aucune utilité, mais je la donne quand même. Là, en tout cas, se dresse un bâtiment flambant neuf de 26 étages. Selon vous, que trouve-t-on dans ce gratte-ciel ? 400 000 poulets, car Ezhou abrite la plus grande ferme avicole du monde. 650 000 porcs, parce que Ezhou abrite la première ferme à cochons verticale du monde. Ou 1 milliard de sauterelles, car les Chinois raffolent des sauterelles et que Ezhou abrite la plus grande ferme à insectes du monde. C'est. Bébé. Bébé ou Les B? sauterelles. Juste B. C'est une bonne réponse. Ça enchaîne. C'est allé très vite. Hein. Ah, on sent que c'est Étienne Bertin. Ouais, aujourd'hui, ouais. Il est plus ravi. Il ne veut pas perdre de temps Non, sur le quiz. Il avance Allez, on très vite. enchaîne. Oui, bonne réponse, Quentin. Étonnamment. Ah bon Oui, ouais, vous êtes à -9. C'est très beau. Voilà. Oui, les Chinois ont inventé la ferme à cochons verticale. En même temps, comment faire confiance à des gens qui mangent du porc au caramel? Se lamente Cyril Lacarrière en régie, en songeant que plus jamais il ne se rendra chez les frères Tang. Oui, comme dirait Trump, les Chinois n'ont pas inventé que la Covid et le réchauffement climatique. Ils ont aussi inventé en 2022 la plus grande ferme porcine d'un seul tenant au monde. Un bâtiment de 26 étages pouvant produire plus d'1 million de porcs par an. En tout, plus de 650 000 animaux nourris via 30 000 points d'alimentation automatique, sans aucun contact avec l'homme. Une certaine idée du bien-être animal. Dieu soit loué. C'est copain. Ça Comment ça, copain? Vous foutez de moi? Vous essayez de glaner des points supplémentaires pour votre bonne connaissance des bronzés fonds du ski? Oui. Quentin, c'est pathétique. Heureusement, on ne verra jamais pareille horreur en France. Non, on ne verrait pas ça. Non. Si? Bon, disons que sans le travail de l'assaut L214, on l'aurait peut-être pas vu. Mais quoi au juste? Manon, Quentin, sur des images révélées par la célèbre association de défense animale en 2019, que peut-on voir d'extrêmement choquant en France? Des lapins sans oreilles? Des poulets à 4 cuisses? Ou des vaches à hublot? Les trois. Le monde n'est pas aussi catastrophique que vous l'écrivez. A et B. Non, c'est une mauvaise réponse. C'est une catastrophe. C'était uniquement la réponse C. Découvrez le chaînon manquant entre la vache laitière et le lave-linge à hublot. La vache laitière à hublot. Également baptisée vache fistulée ou vache canulée, la vache à hublot est une vache utilisée en expérimentation animale sur le flanc de laquelle des scientifiques ont pratiqué une ouverture, la fistule, y ont placé une canule fermée par un clapet, le hublot. Ça permet d'observer la digestion de la vache et d'apprendre tout plein de trucs puisque grâce au clapet, on peut directement mettre le bras
dans l'estomac de la vache. Une pratique qui n'est pas illégale en France, même si, admettons-le, elle n'a pas reçu le label Émeric Caron du respect de la vie animale. Notez que ce principe de vache à hublot a été inventé par Gabriel Collin, le grand-père de notre collègue Philippe, qui ne s'en vante pas beaucoup, en 1854. Fun fact, faire un trou dans le système digestif sert également à traiter les vaches souffrant de problèmes digestifs lourds en permettant au gaz de mieux s'échapper. Peut-être un espoir pour les collègues de bureau de Cyril, qui vivent dans la crainte de la prochaine journée chili con carne à la cantine de Radio France. Même si la pratique est peut-être un peu invasive, le Cyril à hublot est la solution. Mais attention, top! Justement, ayons cet après-midi une pensée émue pour tous ces petits êtres dodus qui, avant d'accomplir leur noble destinée en devenant du pâté en croûte, étaient des porcelets. Petit animal innocent, pensant avoir la vie devant lui, ignorant totalement que si les enfants le trouvent hyper mignon vivant, ses parents, eux, le préfèrent largement à l'état de zigounette. Ce mini saucisson que Cyril nous a apporté de Carnac l'autre jour. Manon, Quentin, au royaume merveilleux de l'élevage intensif, savez-vous ce qu'on fait à un porcelet pour fêter son 7e jour d'existence? On lui coupe la queue à vif? On lui meule les dents sans anesthésie, encore une meule, ou on le castre sans aucun ménagement? C. Moi, je dirais B. Pour une fois, je vous invite à... Les 3? Les 3, Quentin! Oh oui, les 3! Je m'appelle Peppa Pig. Et voici mon petit frère Georges. Ça va, Georges? Ça pique pas trop? Mathieu! Des pratiques réglementées, voire interdites. Interdites, mais qui existent encore dans la quasi-totalité des élevages. Mais savez-vous seulement pourquoi on coupe la queue des cochons? Pour ne pas qu'ils se la bouffent? Pour gagner de la place? Ou parce que ça leur donne tout simplement meilleur goût? B. Bébé. C. Bébé. C. Donne meilleur goût? On coupe la queue du cochon, c'est vrai? Là, c'est A selon Ulysse, je pense. Évidemment que c'est une bonne réponse. Ben, je donne pas à Manon, je donne le point à Ulysse, notre invité, évidemment. Manon, vous avez... Moi, j'ai dit B, oui. Réponse A, merveilleuse nature. Connaissez-vous la codophagie? Privée d'espace et de toute stimulation, les cochons d'élevage intensif reportent leur frustration en mordant la queue de leurs congénères. Maintenant, Pierre Courade, vous pourrez mettre un mot sur vos petits égarements pendant vos soirées et cuire moustache. Défaite du bien-être animal et victoire assez large, finalement, de Manon. Manon n'a pas marqué de points. C'est fou, elle l'emporte 0 à -8. Voilà. C'est une performance quand même incroyable. qu'on peut vraiment saluer. Et je dirais c'est une performance qu'on peut applaudir, en tout cas le temps que je retrouve ma feuille. Voilà. Comme d'habitude. Magnifique. Les éditeurs sauront. Et si ce numéro de Zoom Zoom Zen était le plus important de l'histoire de notre émission, celui en tout cas qui aurait le plus de conséquences sur votre façon de vivre et de vous nourrir, puisqu'on zoome cet après-midi sur les coulisses de l'élevage intensif. Ulysse Thévenon, journaliste, auteur de l'enquête essentielle sur le monde de l'élevage, le sens du bétail, est toujours avec nous. Il y a un chapitre vraiment ahurissant dans votre livre, c'est celui qui concerne les normes, on a déjà un petit peu parlé. La recherche de salmonelle, par exemple, en France, est beaucoup plus poussée que dans les autres pays européens. Et bien, ça peut avoir des répercussions complètement désastreuses pour les éleveurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui, bien sûr. Je vais raconter l'histoire d'Émilie. Émilie, elle a 32 ans. Elle décide d'être éleveuse. C'est le rêve de sa vie de toute façon. Elle emprunte 300 000 € pour des poules pondeuses bio. Donc vraiment, l'élevage préféré des Français. 1500 poules, c'est pas beaucoup dans ce type d'élevage. Et au bout de quelques semaines, ces poules n'ont même pas commencé à pondre. On lui dit vous êtes positif à la salmonelle. Comment ça se passe? La salmonelle, c'est une bactérie dangereuse pour la santé. C'est bien évidemment important de la surveiller. Mais quand on la surveille dans la viande, on la teste dans la viande, on la recherche dans la viande. Dans le lait, on la recherche dans le lait. Et dans le milieu des œufs, on teste ni les œufs, ni les poules. Ce qu'on fait, c'est on prend des petites chiffonnettes et on frotte par terre, sur les murs, sur du matériel. Et si on trouve la moindre poussière qui contient une bactérie de salmonelle, tout le monde est condamné, y compris les animaux qui sont dans les bâtiments à côté. Et donc, Émilie se rend compte de ça. Quand bien même c'est une poussière sur un coin du bâtiment, elle fait des contre-analyses. Ses œufs sont pas contaminés, ses poules sont pas contaminées, mais ça n'a aucune valeur, ces contre-expertises aux yeux de l'État. Elle appelle des abattoirs en disant bon bah voilà, je dois me séparer de mes animaux. L'État ne dit pas vous devez abattre vos animaux, ils disent vous ne pouvez plus vendre vos œufs, ce qui est un petit peu plus pervers parce que si vous ne pouvez pas vendre vos œufs, vous avez plus d'activité économique, vous vous séparez des animaux. Les abattoirs lui disent quoi? 1500 poules? Ah, c'est pas assez pour nous, désolé, on prend pas. Un deuxième dit ça, un troisième dit on vous la prend mais il faut payer 3 € par poule. C'est impossible pour elle. Et donc, qu'est-ce qui lui reste comme solution à Émilie? Elle a dû abattre elle-même, lui tordre le cou à ses 1500 animaux. C'est pas une histoire isolée. J'ai reçu d'autres témoignages, voire des vidéos de ce genre de pratique. Et c'est typiquement le genre de pratique qui décime les élevages bio et plein air. La salmonelle, elle est naturellement présente dans l'environnement. C'est donc plus probable qu'elle puisse se retrouver quelque part dans un élevage qui est ouvert sur l'extérieur, les élevages qu'on préfère. Et donc, c'est assez injuste. Surtout que ces œufs bradés et ces poules abattues sans rémunération,
on finit par les ingérer en fait. Comment ? C'est ça le pire. C'est que en fait, la salmonelle disparaît quand elle est chauffée à plus de 70 degrés. Et donc les œufs, ils partent en casserie. Les casseries, ça fait du liquide pour l'agro-industrie, des mélanges d'œufs pour la pâtisserie par exemple, pour l'industrie agroalimentaire. Et les poulets, ça peut se retrouver dans les croquettes pour animaux, voire dans certains produits ultra transformés. Et donc c'est une aberration de bout en bout en fait, qui ne cause que des dégâts et c'est même plutôt une aubaine pour l'industrie agroalimentaire, une catastrophe pour certains éleveurs qui ont beaucoup de mal à s'en mettre psychologiquement et financièrement. Et Émilie, elle exerce toujours ? Émilie, elle a continué. Il faut savoir que quand on emprunte 300 000 €, on peut pas arrêter du jour au lendemain. Et parfois, votre domicile, de plus en plus, est mis en caution parce que c'est un métier à beaucoup de risques. On hypothèque la maison. Ouais. Voilà, c'est ça. Ou parfois la ferme familiale, dans d'autres exemples. Donc, si vous arrêtez, vous faites couler toute la ferme familiale. Et donc, il faut continuer. Et donc, Émilie, toutes les 6 semaines, elle a une épée de Damoclès. Elle endort pas la nuit. À chaque fois qu'il y a un contrôle salmonelle, elle se dit, voilà, c'est la roue de la hête russe, on ne pourra jamais savoir et peut-être que cette fois, c'est moi qui vais y passer. Et bien voilà, le gai savoir n'est pas toujours gai, mais il est informatif. Vous écoutez France Inter, il est 16h45. L'heure de découvrir la pièce jointe de Manon Ariani. Un street artiste aujourd'hui, on le connaît sous le nom de Invader, mais son vrai nom c'est Frank Slama. Comme Banksy, personne n'a jamais vu son visage, sa discrétion contribue évidemment à sa légende dans le monde de l'art contemporain. Invader est français et mondialement connu pour ses petites mosaïques pixelisées inspirées du jeu vidéo des années 80, Space Invader. Depuis la fin des années 90, il en a collé plus de 4000 dans 80 villes à travers le monde. Le principe est toujours le même, des petites mosaïques en carrelage représentant des personnages avec différentes couleurs flashy qui viennent se cacher dans le paysage urbain. On les repère pas forcément à première vue, mais quand on en voit une, on est toujours un petit peu content. C'est un jeu de piste grandeur nature que ses fans suivent à la trace via une application dédiée, Flash Invader, qui permet de capturer virtuellement chaque œuvre. Il y a quand même plus de 300 000 joueurs internationaux et plus de 16 millions d'œuvres ont déjà été repérées. Et Invader est aussi engagé sur le sujet de l'élevage intensif. Eh ben oui, c'est moins connu du grand public évidemment, mais Invader a aussi collaboré avec des associations de défense des animaux. Cette année, il s'est notamment associé à L214 pour un happening devant le Parlement européen. Un immense tifo conçu avec l'artiste a été déployé pour dénoncer l'élevage intensif dont on parle aujourd'hui. Le message « We need more space », on a besoin de plus d'espace. Le visuel, un lapin en cage en pixels. L'objectif est clair, interpeller les eurodéputés pour qu'ils signent une réforme sur le bien-être animal. On le retrouve aussi aux côtés de l'association végétarienne de France. Lui-même étant devenu végétarien en 2018, il a posé des mosaïques dans tout Paris qui représentaient des petits fruits et des petits légumes. 2 ans plus tard, c'est avec l'association PETA qui collabore, la plus grande association au monde œuvrant pour les droits des animaux. Il a lancé une collection limitée de t-shirts et des autocollants reprenant son univers pixelisé avec des messages engagés comme « We come in peace, we don't eat flesh, meat is murder », etc., etc. Derrière donc ces petites mosaïques rigolotes qui font sourire les passants, il y a donc aussi la volonté de questionner notre rapport à la consommation, à l'espace public, mais aussi aux autres êtres vivants. Merci beaucoup Manon. Ulysse Ténon, quand j'entends ça, on dit qu'on est presque tous d'accord. Personne ne veut de cet élevage intensif, mais comme vous l'avez dit, tout le monde en tire parti un moment ou un autre. On a tous fait un apéro, on a tous commandé une planche de charcuterie dans un resto. On soutient la filière intensive dans ces cas-là. Et oui, malgré nous, c'est une sorte de dissonance cognitive, de paradoxe. Et effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En plus de ça, comme j'ai dit, culturellement, c'est associé au bon moment de la vie, quoi. Tous ces moments, la barbaque, l'apéro, le gâteau d'anniversaire, etc. Donc, il y a quelque chose d'assez compliqué à mettre en place. Tout à l'heure, on parlait d'éducation. C'est vrai qu'il faut aussi... À l'école ? À l'école, oui, à l'école, je pense que par transparence, ce serait bien de savoir effectivement comment est produit notre nourriture et quelles sont les alternatives possibles, effectivement. À suivre, vous avez peut-être manqué le début de l'émission, quelle erreur. Je pourrais vous laisser vous engluer dans la bouffe engeuse de votre ignorance, mais non, je suis grand seigneur, je vous offre Pierre Courade, même si d'aucuns diraient que ce n'est pas un cadeau. Pierre arrive pour tout vous résumer en 1 minute chrono, mais d'abord saluons l'arrivée en studio de la reine des influenceuses. Elle n'est plus qu'à quelques millions de followers de Kim Kardashian. Bonjour Marine Leonardi. Bonjour Mathieu. Vous avez super bonne mine aujourd'hui. Normal, je suis devenue végane. Oh c'est comme si on n'avait pas déjà suffisamment de bobos dans l'équipe. La chronique de Marine Leonardi, c'est juste après ASAP Rocky, Trunks sur Inter. Back out the trunk from the front to the back. Back out the trunk from the front to the back. Back out the
trunk, from the front to the back. Back out the trunk, from the front to the back. Back out the trunk, from the front to the back. Back out the trunk, from the front to the back. Yeah, 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 yeah. 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 At 35 and I'm still a pretty guy. Pussy never dry, you know shawty certified. Pancake ass niggas stay turning sides. Cookie cutter niggas soda pop, yeah they Canada dry. Fuck a fight, nighty night. If we shoot the 5, you them 5. Hit them low, niggas shoot them high. Suit and tie, they crossed the boy so many times, so crucified. Bumping coops and nigga in my coupe, my door still suicide. Shout out to my felons, boy we caught another felony. Shout out to my felons, boy we caught another felony. Shout out to my felons, boy we caught another felony. Young felon nigga uptown, fuck you telling me. Back out the trunk, from the front to the back. All gold fronts, from the front to the back. Back out the trunk, from the front to the back. Back out the trunk, from the front to the back. Yeah, 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 yeah. 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 BBL, think they built. They straining when they training in the gym. They think they will. Chamberlain can't name a bitch, you pussy, I ain't killed. You lame as shit, we ain't forget the muscles, they ain't real. Yeah, yeah, Shout out to my felons, boy, we caught another felon. Shout out to my felons, boy, we caught another felon. Shout out to my felons, boy, we caught another felony. Young felon, nigga, uptown, fuck you telling me. Of course, I ride around the roads, of course, I'm selling out my shows, of course, I slime and wipe my nose, of course, your honor, I can't go to court, my baby mama child support. Fuck college, can't enroll, no course, you celebrate and pop the court, of course. Back out the trunk, from the front to the back. Nigga got a grudge, motherfucker, where you at? Pack out the trunk, from the front to the back. Nigga try to front, we gon' leave him where he at. Back out the trunk, from the front to the back. Back out the trunk, from the front to the back. Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter. Quand chaque année à Arras, fin septembre, il trempe sa grosse frite dans le cornet huileux suintant de graisse de bœuf, se demande-t-il seulement si ce bœuf est issu de l'élevage intensif? Non, car généralement il est trop bourré pour se demander quoi que ce soit. C'est Arras. C'est notre ami Pierre Courade. Pierre, chaque après-midi, vous suivez attentivement notre émission pour nous la résumer ensuite en 1 minute chrono maximum. C'est à vous. Attentivement, ou plutôt de manière intermittente, une oreille branchée sur France Info, si bien que d'un côté on parlait d'élevage intensif de poulet et de l'autre d'abattage intensif de ministres. En ce qui nous concerne, on était avec le journaliste Ulysse Thévenon qui a enquêté sur notre système agricole, une industrie agroalimentaire dans laquelle les éleveurs sont eux-mêmes les premières victimes. Ils élèvent des animaux sans connaître précisément la composition de la nourriture qu'on leur impose. Ils ne fixent pas eux-mêmes les prix de vente de leur bétail. Tout est en fait tenu par un mécanisme complexe où industriels, banques, supermarchés et normes concourent contre l'intérêt des agriculteurs qui font pourtant vivre les Français au sens propre du terme, mais aussi des dizaines d'entreprises. Mais méprisés, ils peuvent vivre sous le seuil de pauvreté, travailler 70 heures par semaine tout en étant piégés par ce système, endettés, poussés à quitter leur logement jusqu'au suicide, trop souvent d'actualité. C'est la réalité de l'élevage intensif aujourd'hui en France, malheureusement devenu la norme, malgré nous, par manque de transparence. Le bonheur est loin d'être toujours dans le pré. Oh, quelle belle conclusion. Merci, mon cher Pierre. Je rappelle le titre du livre de notre invité, Le sens du bétail. Ça, c'est un chef-d'œuvre de jeu de mots. Ouais, vous l'auriez pas trouvé. Hein, ouais, non, mais je le salue. Je le salue, bravo. Super, le label Pierre Courade. Merci Pierre Courade. Marine Lenardi, vous, votre niveau d'anxiété augmente. IA générative, cyberpunk et maintenant élevage intensif. Alors pardon, on est chez Zoom Zoom Zen ou Cache Investigation. Mais moi j'ai pas signé pour devenir Élise Lucet, déjà que mon mari veut plus me tringler. Donc stop les sujets badants. Non mais si vous voulez me faire démissionner, il suffit de m'organiser des déjeuners en tête-à-tête avec Cyril. Voilà, c'est plus rapide. 2h15 à parler de YouTube. Bon je peux vous dire qu'après le poulet transgénique, je me le colle en intraveineuse, y a pas de souci. Non mais sérieux, je pensais que j'avais touché le fond la semaine dernière et là j'apprends qu'on file des colorants à la volaille pour qu'elle devienne jaune. Après, faut pas s'étonner que Manon Mariani a de la moustache du chat. Ça va encore que c'est l'élève du bas, mais quand même.
Biche. T'as pas vu celle du haut. Bien, on enchaîne. On enchaîne. Ulysse Thévenon, vous avez eu l'idée de ce reportage suite à une enquête sur les EHPAD. Ça va vous sinon Mais comment là, niveau hobby et centre d'intérêt? Non mais clairement, vous avez une attirance pour les sujets qui puent, au sens littéral du terme. Je suis très fière de ce jeu de mots. C'est pas sympa pour les vieux. Allez passer toute une après-midi à l'étage de fibre, après on en reparle. Alors, vraiment, c'était gratos. Surtout vous n'y êtes jamais allé. Non, jamais. Vous n'êtes pas végane, mais votre meuf est végane, c'était dans la doc. Mais en voilà une information importante. Laissez-moi deviner, elle fait du Pilate réformeur et un village de congé son palace. Mais passez-nous son CV, on cherche une meuf à la programmation. Et vous alors, vous avez vu des atrocités et vous aimez toujours la viande. Mais vous êtes le DSK du monde animal. Qui peut vous arrêter? Après, moi, je peux toujours vous inviter à dîner chez moi. La dernière fois, j'ai cuit une côte de bœuf. Cyril a chié en spray pendant 2 semaines. J'ai même été convoquée chez les RH pour tentative d'homicide. Bon, comme il est revenu en forme, j'ai pas été promu. Vous expliquez que quand on dépense 100 € pour se nourrir, moins de 7 € reviennent aux agriculteurs. Alors attention. C'est bien comme les infos reviennent dans la chronique. C'est bien. Elle est pauvre avec ses potes. Il n'y aura pas de fin, je tiens quand même à le préciser. Vous expliquez que quand on dépense 100 € pour se nourrir, moins de 7 € reviennent aux agriculteurs. Alors attention, je précise pour nos auditeurs, 100 € pour se nourrir, ça n'inclut pas les capotes. Voilà. Non mais quand vous achetez des Durex, 0 € revient aux agriculteurs. Non mais quand même, je le dis. Ni aux femmes d'ailleurs, qui font ça gratuitement alors qu'elles travaillent elles aussi la plupart du temps avec des gros porcs. D'ailleurs, Ulysse, vous l'avez pas aimé, Ulysse, vous expliquez qu'il existe des nez pour les élevages porcins, soit des personnes qui se baladent dans les abattoirs pour savoir quelle carcasse exclure, c'est sordide. Une compétence que ces personnes auraient développée dans les affaires de sport de mon mari, qui peuvent rester jusqu'à 103 jours enfermés dans un sac laissé nonchalamment dans l'entrée. Laisse chérie, je vais le faire demain. C'est exactement la phrase que je prononce dorénavant quand je vois qu'il se paluche sous la douche. Oui. Comme ça, il sait que pour tout sac rempli, oublié, c'est 2 bourses qui ne seront jamais vidées. Ulysse Thévenon, vous dénoncez bien entendu les grands groupes, notamment Bigard, comme quoi l'humour mène vraiment à tout. Quand il parlait du lâcher de salope, qui pour comprendre qu'il pensait à des poulets fermiers, c'est dingue. Vous expliquez qu'un quart des agriculteurs dégagent un résultat inférieur à 10 000 € par an. Et là, Mathieu, par an? Mais comment font-ils? C'est le coût d'entretien de la piscine à débordement. Alors, Ulysse, en tout cas, une chose est sûre, vous n'allez pas aider Karine Le Marchand, vous. Où est ma 3e feuille? Oui, parce que j'ai 2... C'est toujours pas... Non, mais là, il n'y aura pas de fin à cette chronique. Ah si. Vous n'allez pas aider Karine Le Marchand à divulguer ce genre d'infos. Moi, j'ai 2-3 copines célibes qui voulaient postuler à L'amour et dans le pré, dont Pierre Courade. Mais s'il apprend que les agriculteurs gagnent moins que lui sur France Inter, ça va être très très compliqué. La faute évidemment aux entreprises qui pratiquent des marges intenables et notamment à notre DRH, Delphine, qu'on embrasse. Alors quand Charal clame on va vous faire aimer la viande, on a envie de leur répondre apprenez d'abord à aimer les humains. Merci beaucoup Marine et merci d'avoir jonglé avec toutes ces feuilles. Je précise évidemment, notamment pour Delphine, notre DRH, que je n'ai évidemment pas de piscine à débordement. C'est un bassin. Ça déborde quand même. Sans débordement, sans système de débordement. Vous savez, sans chichi. Vous êtes sur le service public. Merci Marine Lenardi. On vous retrouve la semaine prochaine et sur la scène de l'Olympia les 10 et 13 septembre 2026. 10 au 13 décembre 2026. J'ai dit quoi? Septembre? Ah non, septembre, ça serait pas possible. 10 au 13 décembre 2026. Mais les dates sont tellement loin avec votre succès qu'on s'y perd un petit peu. Merci Ulysse Thévenon de nous avoir montré la face cachée de l'élevage intensif. Je rappelle votre ouvrage Le sens du bétail. C'est chez Flammarion. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Vous ne bougez pas. Toute l'équipe de Zoom Zoom revient juste après le journal de 17h avec un diaporama festif de l'actu du jour. Au programme notamment un nouveau venu dans le monde du stand-up, concurrent redoutable pour Marie Debreuer. Jean Lassalle monte sur scène. On sait ce que Donald Trump compte s'offrir à lui-même pour ses 80 ans. Et un record qui n'est pas prêt d'être battu. Sébastien Lecornu a démissionné 14h26 après avoir présenté son gouvernement. Évidemment, ça amuse Marie Debreuer. Et puis surtout, il s'en est fallu de peu cet après-midi pour que ce soit le plus beau jour de la vie de Pierre Courade. Après la fois évidemment où l'abbé Chibrard l'avait initié au mystère du 4e sacrement. Oui, Pierre qui nous vante sans cesse les mérites du parc du Puy-du-Fou. Se faisait une joie qu'on reçoive enfin Philippe de Villiers. Après tous ces gauchos, de Villepin, Raffarin, ça nous fera du bien, criait-il gaiement, avant qu'on lui explique notre projet. Non pas recevoir Philippe de Villiers, mais expliquer le phénomène de Villiers avec une spécialiste. La responsabilité